Madame, Monsieur, bonsoir. Les infractions sont classées en 3 groupes tenant compte de la gravité du comportement qu'elles révèlent. Parmi ces infractions, l'on distingue les contraventions, les délits, mais aussi les crimes. Eu égard à la complexité de ce sujet, nous vous proposons ce numéro dont le thème est homicide, coups et blessures volontaires, involontaires et par imprudence. L'essentiel dans ce numéro. Voilà, ainsi planté le décor de l'émission. Pour vous, chers téléspectateurs, sachez que pour ce numéro, je reçois exceptionnellement encore les 2 stations qui viennent pour l'émission. Il s'agit de M. Laurent-Édouard Lufilou, président de l'Association pour la promotion et la vulgarisation du droit au Congo, qui est bien à ma gauche, et M. Emmanuel Kitokongoma, qui est président de la Chambre sociale à la Cour d'appel de Pointe-Noire. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à ce numéro. C'est quoi, pour commencer, porter atteinte à la personne humaine? Première question. C'est porter atteinte à la personne humaine, c'est porter atteinte à sa vie, c'est porter atteinte à l'intégrité physique et c'est porter atteinte à l'intégrité psychique. Et y a-t-il une différence entre porter atteinte à la personne humaine et porter atteinte à l'intégrité physique? Il doit y avoir une différence? Non, il n'y a pas tellement de différence parce que lorsqu'on porte atteinte à la personne humaine, l'atteinte peut être physique, mais il faut ajouter, pour être plus précis, que l'atteinte peut être d'ordre moral également. Parce qu'à ce moment-là, si vous portez atteinte, par exemple, à l'intimité d'une personne, vous violez son domicile, ou bien vous divulguez un secret professionnel, vous prenez par exemple une personne qui souffre de la maladie du sida, et que le médecin qui est chargé de traiter puisse diffuser cette information à qui il veut, alors qu'il n'a pas le droit de le faire, ça il porte atteinte à l'intimité même de cette personne. Vous avez donc également des infractions comme les dénonciations calomnieuses qui portent atteinte à l'honneur et à la considération, ou bien les injures, la diffamation, ça c'est pas physique mais c'est moral. Donc vous avez donc dans cette classification les atteintes qui sont d'ordre physique et de l'autre côté les atteintes qui sont d'ordre moral. Président Lufilou. Je voulais spécifier que quand on parle de porter atteinte à l'intégrité physique de la personne, en réalité on fait le distinguo parce que si dans le meurtre c'est l'homicide volontaire, donc le fait de donner la mort à autrui, quand on parle de porter atteinte à l'intégrité physique de la personne, c'est-à-dire que on regarde seulement les coups et les blessures qu'on porte à l'intégrité corporelle de la personne. Quel est le mode général de porter atteinte à l'intégrité physique? Mais le mode général porter atteinte, il faut bien que nous soyons en présence d'une personne physique qui est vivante. Parce que si on tire sur un cadavre, on ne peut pas tuer un cadavre, la personne était déjà morte. Donc il faut avoir une personne vivante et en plus une personne sur laquelle on porte volontairement des coups, et que cela donc puisse entraîner un dommage sur la personne qui est atteinte de cette infraction-là. Voilà. Un ajout à cela? Oui, bien sûr. Nous allons dire qu'il y a beaucoup plus les violences, il y a les tortures et la barbarie, et puis le fait d'empoisonner la personne, ça ce sont les modes généraux de porter atteinte à l'intégrité physique. Mais on va aller plus loin. Parce que, en ce qui concerne les tortures, la loi congolaise a bien ratifié la Convention internationale, mais il n'y a pas encore d'application au niveau des lois nationales parce que la sanction n'a pas encore été prévue. Et puisque nous parlons aujourd'hui de coups et blessures volontaires, c'est quoi les coups et blessures volontaires? Bon, c'est une infraction qui est très importante parce que lorsque nous regardons, M. de Montes, notre société vivre actuellement, nous faisons un constat qui est malheureux. C'est que les Congolais sont devenus très violents. Et cela est en contradiction d'ailleurs avec le fait que nous prions beaucoup. Et malheureusement, dans les quartiers, dans les administrations, dans les entreprises, les gens, pour si peu, peuvent en arriver à exercer des violences contre les uns contre les autres. Et à ce moment-là, donc, la violence, lorsqu'elle porte atteinte, elle peut tuer la personne,
et peut donc occasionner des coups et faire des blessures. Maintenant, cette violence, elle peut être volontaire. À ce moment-là, on parle des coups et blessures volontaires, mais elle peut aussi être involontaire. Et nous aborderons cela avec beaucoup d'attention parce que sur ce point-là, j'apporterai une précision importante. Les homicides involontaires, les coups et blessures involontaires sont également punis par la loi, par le code pénal. Et à propos, quelles en sont les formes d'incrimination? Bon, je voulais revenir pour préciser un peu en ce qui concerne les coups et blessures volontaires. Avant de retomber sur la question, parce que c'est important, il faut dire aux téléspectateurs que c'est un comportement qui viole les lois sociales de façon que c'est prohibé et puni par l'article 309 du Code pénal qui dit « Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait ». Donc c'est pour aller dans le sens de ce que le président a dit. Je pensais qu'il était important d'apporter cette précision. Oui. Maintenant, pour revenir aux formes, il y a 3 formes qui sont précisées effectivement dans l'article 309 du Code pénal. Il y a les blessures, qui sont les lésions corporelles, qui peuvent ou ne pas arriver au plaies. Il y a les coups, qui sont des heurts qu'on inflige sur l'autre personne, et les violences et voies de fait. En exemple de violence et voies de fait, vous prenez une personne, un ami que vous mettez par terre violemment, vous lui tirez les cheveux, nous sommes déjà là dans les violences et voies de fait. Peut-être que le président va apporter d'autres précisions sur les violences et voies de fait. Une précision, président. Oui, mais la précision, c'est tous ces articles qui vont de 309 jusqu'à 316 du Code pénal, qui repriment bien sûr les coups et blessures lorsque ça occasionne une incapacité totale de travail personnel sur la victime. Vous avez également des coups et blessures volontaires qui entraînent la mort sans intention de la donner, et c'est l'article, je crois, 309 alinéa 4, et là nous sommes, si cela se réalise, en matière criminelle. 309 alinéa 4, nous sommes en matière criminelle. Vous avez également des coups et blessures qui peuvent ne pas occasionner une maladie, et là nous sommes, je crois, dans 311. Là, nous sommes dans le cadre d'un délit. Vous avez, par exemple, dans 312, les coups et blessures portés sur le père ou la mère ou tout autre ascendant. Mais là, c'est une circonstance aggravante parce que je crois que là, le législateur a voulu faire comme dans la Bible. Lorsqu'on doit honorer le père et la mère, on ne peut pas en même temps avoir un comportement de voyou envers ses parents. Et là, ça devient une circonstance aggravante. Et les peines peuvent aller même jusqu'à 30 ans parce que c'est un comportement qui est désapprouvé totalement par la société. Et souvent, c'est vrai, c'est un problème de société. Ah oui, c'est un problème de société. Et pour continuer, puisque nous parlons du coup et blessures volontaires dans cette émission, quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Mais on va commencer par la loi, d'abord l'élément légal. Parce que nous avons énuméré quelques articles. Là, c'est le législateur qui, dans son travail législatif, arrête le comportement, des comportements qui doivent être punis et en fait un catalogue, donc l'élément légal. Et ensuite, vous avez des actes matériels, donc l'élément matériel, qui sont des actes matériels et positifs. Lorsque vous commettez ces faits-là, vous rentrez donc dans la répression telle que c'est prévu par la loi. Et ensuite, vous avez l'élément moral avec l'intention de commettre ces infractions en portant des coups volontairement, même involontairement, mais à partir du moment où vous avez un comportement qui est réprimé parce que, par exemple, dans le code de la route, lorsque vous faites preuve de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règles, mais vous le faites volontairement. Bien sûr que c'est le résultat qui n'est pas recherché. Par exemple, s'il y a un homicide involontaire, le résultat n'est pas recherché. Mais à partir du moment où volontairement, vous êtes comporté comme un voyou sur la route, ça c'est volontaire, ça doit être puni. Président de Fouillou, bien, je voudrais ajouter l'élément moral, l'élément matériel et l'élément moral. Dans l'élément matériel, ce sont les coups, blessures et violences et voies de fait. Bien, nous pouvons dire qu'il faut qu'il y ait un dommage. Il faut bien qu'il y ait un dommage pour que cette infraction soit constituée. Mais entre autres, le mobile de l'auteur, le consentement de la victime ou l'erreur ne peuvent pas balayer l'infraction. L'infraction va toujours rester. Pour continuer, en ce qui concerne l'élément moral, ce sont les blessures que nous donnons volontairement aux autres, donc dans les 3, blessures, coups, violence et voies de fait. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir encore?
c'est qu'il y a l'article 312 alinéa 5 qui parle de violence exercée quand il s'agit d'un enfant de moins de 15 ans. Ici, alinéa 5 du code pénal. Du code pénal. Ici, il faut ajouter également qu'il s'agit de privations de soins et d'aliments, et ça constitue l'infraction de coups et blessures volontaires. Oui, je voudrais préciser que le dommage n'est pas recherché en tant que tel pour punir. Je crois que le législateur il est précis. Je prends par exemple l'exemple, si vous menacez votre voisin, M. Desmontes, vous menacez, vous lui adressez un écrit ou vous le menacez verbalement, alors qu'il subisse ou pas un dommage quelconque, mais pratiquement vous avez posé des actes de menace, que ce soit de menace de mort, d'assassinat et tout le reste, c'est déjà des actes qui sont réprimés par la loi. À ce moment-là, que la personne ait souffert mentalement, ait été impressionnée ou pas, à partir du moment où elle va se plaindre, je crois que le dommage, on ne va pas le rechercher forcément. Je prends vraiment un exemple. Oui. Vous voulez faire peur à votre femme, vous avez une arme parce que vous êtes policier, vous voulez faire en sorte qu'elle améliore son comportement, vous ne voulez pas la tuer. Vous voulez plus intimider, vous tirez, c'est pas en la pointant, bien sûr, vous tirez à gauche, à droite, vous ne la touchez pas. Des violences vont être faites, même si psychologiquement ça n'entraîne aucun dommage, mais à partir du moment où vous avez posé ces actes-là, ces actes sont réprimés. D'accord. Mais souvent, quand on parle de menaces de mort, par exemple, vous avez cité ça tout à l'heure là, oui. Mais on a du mal parce que quand quelqu'un vous a menacé de mort, oui, qu'est-ce qui peut prouver ça? Parce qu'on a du mal souvent à justifier ça. Si c'est un écrit, M. Desmontes, il n'y a aucun problème parce que vous avez l'écrit. Si c'est un écrit. Oui, on va essayer de voir, on va comparer les écritures. Oui. Si on arrive à démontrer que c'est écrit de M. Desmontes, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, si c'est verbal, il faut avoir des témoins. Parce que devant le tribunal, la grande bataille, c'est au niveau de rapporter les preuves. Il faut avoir des témoins. Et à propos, peut-on dresser une liste des résultats sanctionnés? C'est un délit pour les menaces. Toutes les menaces que vous faites avec ordre ou condition, déposer de l'argent à tel endroit parce que vous voulez bien vous enrichir, vous adressez à un entrepreneur qui est milliardaire, vous le faites, si vous ne déposez pas telle somme, je enlèverai votre enfant. Ce sont des menaces de mort, ça. Oui. Voilà. À ce moment-là, c'est un délit, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais maintenant, quand c'est verbal, ça peut aller jusqu'à 2 ans, je crois bien. Tout au début de l'émission, à l'introduction, pour vous, chers téléspectateurs et chers invités, nous avons parlé de 3 types, sinon de 3 groupes en matière d'infraction. On a parlé des délits, des contraventions et des crimes. Est-ce qu'on peut les détailler de façon séparée? C'est quoi un crime? C'est quoi un délit? C'est quoi une contravention? Mais avant d'y revenir, vous avez posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Je voulais déjà lire la liste des résultats qui sont sanctionnés par la loi. Il y a les violences mortelles, il y a les violences ayant entraîné la mutilation ou une incapacité permanente, il y a les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 20 jours ou plus, et il y a les violences régulières sur les mineurs. Ça, c'est la liste que la loi retient qui incrimine. Voilà. Bon, maintenant, pour arriver dans les 3 définitions que vous venez de donner, pour faire le distinguo, il y a les contraventions, c'est ce que les lois punissent de peine de police. C'est quand vous êtes en prison pour moins de 8 jours. Il y a les délits que les tribunaux correctionnels punissent de 6 jours à 3 ans, et il y a les crimes où c'est puni de 5 ans à plus. Peut-être que le président peut ajouter... Oui, vous savez que le président Lufilo est bien gentil, mais c'est le président Lufilo qui a des délits qui peuvent être sanctionnés jusqu'à 5 ans. Mais il faut dire la vérité, président Lufilo. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme si on était dans une jungle. Il faut qu'ils sachent que même pour les coups et blessures volontaires, vous pouvez être condamné à 5 ans. Oui. Voilà, donc le président Lufilo, par moment, est gentil, quand il ne s'agit pas des policiers, bien sûr. Un cas particulier, lorsqu'un policier ordonne à un détenu de frapper sur un autre détenu, est-ce que c'est une infraction également? Et que dit la loi par rapport à cela? Bon, ici, quand le policier donne les ordres de frapper un autre, il intervient en complicité, puisque c'est la personne qui est dans les geôles qui sera frappée. Là-bas, il y a déjà coups et blessures.
Mais lui qui donne, il intervient, puisque c'est lui qui donne les ordres. Dans cette affaire, lui aussi, il prend sa peine de causes et blessures volontaires. Et généralement, est-ce qu'un policier a le droit de il n'a pas ce droit, il n'a pas le droit de frapper une autre personne, même celui qui est dans les geôles, parce que ça rentre dans le cadre de causes et blessures volontaires. Et là, la personne qui est frappée peut porter plainte contre le policier. Mais aujourd'hui, on parle par exemple des groupements de police anti-criminalité, anti-gang. Et le policier peut arriver à une étape donnée, il arrive, c'est des gangsters qui sont là, il ne peut pas se défendre. Ils doivent se défendre à ce moment-là. Ah non, les policiers, comme tous citoyens, ils ont le droit de se défendre. Donc ils peuvent être placés en situation de légitime défense. Alors, si la brigade anticriminelle peut intervenir pour vouloir interpeller les voleurs, que ces voleurs-là sont armés, comment voulez-vous que les policiers ne puissent pas utiliser les armes qui sont en leur possession? Non, c'est normal. Maintenant, ce qu'on interdit aux policiers, c'est, là vous avez payé l'exemple d'un officier de police qui est dans le cadre d'une enquête, dans un commissariat de police, il a en présence de lui un citoyen, ça peut être un homme, une femme, il doit à ce citoyen-là le respect de son intégrité physique. Voilà. Donc on ne lui demande pas de frapper la personne qui est entre ses mains pour les besoins d'enquête. S'il est bien formé, il sait quelles sont les questions par rapport aux faits qu'il doit poser à cette personne-là, quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser, mais la torture et la barbarie, comme l'a dit le président Loufili tout à l'heure, sont interdites. Voilà. Oui, bien sûr. Dans ce que nous avons dit, il faut dire l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. C'est-à-dire que le policier qui est chargé d'effectuer sa mission, il a bien sûr le droit, si vous résistez, il a bien sûr le droit de vous menotter, vous frapper, puisque vous résistez. Il a pour mission de vous ramener, par exemple, parce que vous êtes prévenu, parce que vous avez commis un délit ou vous êtes en flagrant délit, il est obligé d'utiliser la force pour vous maintenir. Mais ça, quand il a l'ordre de la loi, le commandant de l'autorité légitime. Maintenant, quand il le fait de son propre chef, sans pour autant qu'il soit en mission, parce qu'il veut régler des questions personnelles, alors là, c'est interdit, il n'a pas le droit de frapper qui que ce soit. Et pour enquête préliminaire, quelles sont les conditions requises pour mettre quelqu'un en prison? En principe, la jurisprudence demande à ce qu'on regarde la gravité de l'infraction, des faits qui sont reprochés à la personne qui est en train d'être entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire. Et ensuite, on regarde est-ce que cette personne présente des garanties suffisantes de représentation. Si vous êtes en face d'une personne comme mon cher frère Demontez Mavungu, on sait qu'il travaille à DRTV, on sait qu'il est régulièrement domicilié, on sait que l'infraction n'est pas grave. En tout cas, sauf si on veut rechercher autre chose, on devait permettre à M. Demontez Mavungu de rentrer chez lui et de revenir à la date où il sera convoqué. Donc il faudrait que les policiers également comprennent qu'il y a un discernement qu'ils doivent avoir. Parce que maintenant, si dans le même temps, M. Demontez Mavungu a voulu violer une jeune fille de 15 ans parce qu'il n'a pas pu résister aux pulsions sexuelles, les faits sont graves. Hein? Même si vous êtes régulièrement domicilié, M. Demontez Mavungu, pour les besoins de l'enquête, puisque vous niez les faits, il est nécessaire que l'officier de police judiciaire vous garde à sa disposition dans le délai prévu par la loi pour faire l'enquête et après vous présenter devant le procureur de la République. Vous en convenez, président Loufili? Oui, bien sûr, sauf que nous rencontrons de temps en temps des situations qui nous laissent rêveurs. Comme a dit le président, quand il y a la personne offre les garanties de se présenter chaque fois que vous avez besoin d'elle, il est inutile que vous l'enfermez puisqu'il a encore la présomption d'innocence. Bon, la gravité des faits, si la personne ne vous offre des garanties de ne pas fuir, je ne vois pas pourquoi il faut l'enfermer. Et alors, que dire du lien de causalité entre l'acte accompli par l'auteur et les résultats? C'est une question importante, M. Demontez, parce que, vous savez, tout à l'heure, le président de la justice partait du dommage. Mais lorsqu'un acte qui soit criminel, délictuel, lorsqu'il est commis sur une victime, il est important pour cette victime qui va demain se plaindre devant la justice de son pays de réussir à prouver que le dommage qu'il a subi est la conséquence directe de l'infraction qui a été causée. Hein, et là, nous parlons des coups et blessures qui ont été portés sur elle.
Donc c'est important parce que si vous ne réussissez pas à prouver que vous avez été blessé et que vous avez été blessé par exemple 2 jours avant par votre femme dans une dispute au sein du foyer, et que vous voulez donc attribuer ça aux voisins du quartier avec lesquels vous avez une rixe, alors qu'il n'y a eu que des violences, plutôt des voies de fait, à ce moment-là, vous serez en difficulté parce qu'il faut toujours prouver. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut se préconstituer les preuves. Donc, demander, si vous avez été examiné, puisque nous parlons des coups et blessures volontaires, par un médecin, d'établir un certificat médical en bonne et due forme qui va décrire les hématomes, les blessures que vous avez subies, parce qu'il faudrait rapporter la preuve. Si vous pouvez également vous faire photographier, c'est accepté comme preuve devant les tribunaux, parce que c'est important de rapporter la preuve qu'on a subi un véritable dommage, qu'on est victime et que le préjudice doit être réparé intégralement. Et les circonstances aggravantes peuvent-elles être évoquées à quel moment? Bien, dans le cas des coups et blessures volontaires, bien sûr, effectivement, dans le cas de la préméditation et du guet-apens, c'est quoi la préméditation? C'est prévu par l'article 297 du Code pénal. C'est le dessein qui est exécuté, c'est le dessein qui est exécuté avant que... c'est le dessein exécuté avant l'action de porter atteinte. Et le guet-apens, qui est prévu à l'article 298, c'est le fait d'être derrière une personne à différents lieux pour lui porter des coups ou porter atteinte à sa vie. Donc à ce moment-là, les coups et blessures volontaires, quand vous les donnez dans ces conditions, c'est une circonstance aggravante. Mais en plus, la loi Potignon, qui précise, dans le cas des personnes vulnérables, il s'agit des enfants mineurs, des femmes enceintes, des vieillards. Dans ces conditions-là, quand vous portez des coups et blessures à ces personnes, eh bien, c'est une circonstance aggravante. De l'autre côté, quand vous portez des coups et blessures à vos parents, à vos ascendants, père et mère, on parle aussi de circonstances aggravantes. Parlons-en pour les coups et blessures volontaires. Il faut ajouter, les zones de flou, que les mineurs de moins de 15 ans également, oui, lorsqu'ils sont victimes de coups et blessures volontaires, cela constitue une circonstance aggravante parce que ces jeunes enfants doivent être protégés par toute la société et qu'on n'a pas à exercer des violences contre des enfants mineurs de moins de 15 ans. En tout cas, on leur doit protection, quelles que soient les circonstances. Et que dit la loi pour un mineur de moins de 17 ans, moins de 15 ans, qui frappe une personne vulnérable qui est par exemple sa grand-mère? Mais écoutez, ils sont passés de la cour criminelle des mineurs. Hein. C'est pas parce qu'on est mineur. Ah oui, ils doivent être jugés par la cour criminelle des mineurs. Donc, surtout quand on a déjà dépassé 16 ans. C'est déjà arrivé chez nous ici? Nous avons déjà jugé, je peux vous parler, il y a 5 ans, quand j'étais président de la cour criminelle, il y a un enfant dans le quartier qui avait moins de 16 ans, je crois 16 ans, qui avait, sur une histoire qu'il ne méritait pas qu'il puisse s'emporter, avait porté un coup violent à son ami, qui se connaissait d'ailleurs. Il lui a crevé l'œil, comme pour parler vulgairement. Donc cet enfant a perdu un œil. Mais tout à l'heure, le président Felou, vous décrivez dans l'alinéa 3 de l'article 309 les circonstances aggravantes. Lorsque les coups et blessures entraînent des mutilations, ou la cécité ou la perte d'un membre d'un œil, tout cela, ça devient criminel et il a été jugé par la cour criminelle des mineurs. Voilà. Et qu'en est-il des circonstances atténuantes et absolutoires? Il y a des situations qui font que du crime on passe au délit ou du délit on passe à la contravention. Exemple, vous insultez une personne qui vous frappe par la suite. Ça veut dire les coups et blessures en tant que frappeurs vont être là, mais ça ne sera pas puni aussi gravement que s'il n'y avait pas l'excuse. Donc on parle ici de cas des excuses parce que vous avez fait de la provocation. Et pour le coup, les blessures volontaires, il faut préciser tout juste que lorsque l'excuse de provocation est prouvée, c'est important de le dire, les articles 321 et 322 du Code pénal réduisent la peine. Vous ne subissez plus une peine normale, puisque vous avez été provoqué, puisque vous avez réagi après avoir été provoqué. Si vous devez être condamné par exemple à 10 ans, bon, on peut vous condamner à 1 an ou à 2 ans, vous voyez que c'est important. Président, vous avez évoqué tout à l'heure la légitime défense, et revenons-en. Pour quelqu'un qui pratique les arts martiaux, un sportif qui pratique les arts martiaux, il a été attaqué par
une autre personne et en se défendant, et a cassé la mâchoire, a cassé les bras, et il arrivera à la fin que la personne décède ou bien la personne a perdu son invalidité. Comment ça va se faire à ce niveau-là? Il a été provoqué, c'est-à-dire qu'il a reçu des coups et des blessures. Il a reçu des blessures. Nous sommes bien dans le cadre de ce qui est prévu par les articles 321 322, parce que c'est pas parce qu'il a eu la chance d'apprendre les arts martiaux qu'en étant provoqué, il va faire comme dans la Bible. Il reçoit une gifle sur la joue gauche, il va présenter la joue droite. Non, il a le droit de se défendre, et avec les moyens qui sont à sa possession. Voilà. Juste les moyens physiques, parce que... Mais il le fait physiquement, bien sûr. Il le fait physiquement, il utilise ses mains, ses pieds. C'est compte tenu de la... On va regarder l'ampleur de l'agression dont il faisait l'objet. À supposer qu'il soit 4-5 personnes et qu'ils puissent les terrasser tous les 5. Vous allez lui reprocher quoi? Qu'est-ce que vous allez lui reprocher à ce monsieur-là, hein, monsieur Desmontes? Alors, maintenant, ce qui est interdit, c'est que tout en sachant que vous êtes dans une situation où vous avez appris des arts martiaux, que vous puissiez utiliser à tort et à travers votre force. Ils ont une discipline interne. Voilà, mais ils ont une discipline interne parce que ça leur demande toujours de garder la maturité, la sagesse en toutes circonstances d'ailleurs. Et dans les cas de coups de blessures volontaires, nous avons parlé de la répression, mais les étudiants qui nous suivent pour des besoins de précision, on peut quand même répondre, parce que cette question nous a été formulée par un des étudiants de la ville de Pointe-Noire. Bien, je crois que le président Loufoulo il a répondu. Oui, il a répondu en ce qui concerne les coups et blessures volontaires. Maintenant, je vais aborder un aspect important. Oui. Et vous faites bien, monsieur Desmontes, en parler. Je saisis cette occasion que donne Dire TV pour m'adresser aux mauvais chauffeurs que nous avons dans nos villes. Hein, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire ou sur les routes nationales, les chauffeurs ont tendance à croire que lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule, que c'est un jeu. Ils en font un mauvais jeu d'ailleurs. Et regardez seulement ce qui se passe dans la ville de Pointe-Noire, où je pointe particulièrement le comportement des chauffeurs de bus et des taxis, qui ne respectent rien, ou bien qu'il y a un code de la route qui règle la circulation. Alors, ils sont auteurs de beaucoup de faits négatifs. Ils roulent sur les trottoirs, ou bien que le trottoir est réservé aux piétons. Devant les feux rouges, ils ne respectent rien, ils passent au feu rouge. Ils font des dépassements interdits dans des virages, ils stationnent quand ils veulent, sans signaler à ceux qui viennent derrière ou devant ils vont stationner. Tous ces méfaits-là, tous ces faits négatifs sont malheureusement à l'origine de beaucoup d'accidents. Et il nous arrive d'enregistrer la perte des citoyens dans nos villes. Alors, je voudrais dire aujourd'hui aux chauffeurs de véhicules et de bus et aux autres mauvais conducteurs de véhicules privés que le code pénal, dans ses articles 319 et 320, reprime 319 les homicides involontaires, c'est-à-dire que ce n'est pas volontaire, mais par le mauvais comportement que vous avez eu, parce que vous avez été maladroit, parce que vous avez été inattentif, hein, parce que vous avez été négligent, parce que vous n'avez pas respecté le code de la route et que vous avez par la suite occasionné un accident et que la personne victime de cet accident puisse mourir, vous devez être sanctionné par la loi. Et on peut aller à une condamnation qui peut aller donc, je crois bien, de 3 mois jusqu'à 5 ans. Alors vous voyez donc, ce n'est pas l'amusement, on s'amuse pas avec ça. Et il faut que les gens comprennent que lorsque vous êtes un père de famille, vous pouvez perdre votre liberté. Et même quand la personne n'est pas morte, les simples blessures involontaires, par maladresse, inattention, négligence, imprudence ou une observation des règlements sont également réprimées. Et là également, la peine peut aller de 15 jours à 3 ans. Donc lorsqu'on est chauffeur de taxi, chauffeur de bus, il faut arrêter de croire que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, il y va de la vie des gens. Donc il faut respecter le code de la route. Oui. Je voudrais quand même préciser au niveau des sanctions, parce que là le président a parlé de l'homicide involontaire, nous étions encore sur l'homicide volontaire. Et on va y revenir. Oui. Je voudrais quand même parler de la panoplie des sanctions. En ce qui concerne les sanctions, c'est différencié suivant que l'on a moins de 15 ans ou plus de 15 ans. C'est ainsi que je vais donner ce qui va nous édifier. La sanction, dès lors que vous frappez quelqu'un des coups et blessures volontaires, évidemment, quand il n'y a pas une incapacité de travail, quand il n'y a pas d'incapacité de travail, c'est une contravention, vous avez 6 jours. Mais quand il y a une incapacité de travail,
qui est inférieur à 20 jours, vous avez quand même 2 ans de prison au maximum. Et quand il y a les circonstances aggravantes, c'est-à-dire qu'il y a préméditation, guet-apens, ou bien vous êtes allé jusqu'aux personnes vulnérables, mais là vous avez 2 à 5 ans. Et quand il y a l'incapacité de travail qui est supérieure à 20 jours, vous avez 2 à 5 ans. C'est donc un délit. Et quand il y a les circonstances aggravantes, donc la préméditation, le guet-apens, vous avez la réclusion de 10 à 20 ans. N'est-ce pas? Et quand 10 ans. De 10 ans, 10 ans à 20 ans. De 5 à 10 ans. Et quand il y a quand il y a une infirmité permanente, n'est-ce pas? C'est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans également. Et quand vous frappez votre père et mère, quand il n'y a pas d'incapacité de travail de moins de 20 jours, ou il n'y a pas de maladie, vous avez déjà la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Et quand il y a une capacité de travail de 20 jours, plus de 20 jours, ou bien préméditation, vous avez encore 10 à 20 ans. Et quand il y a l'infirmité, vous en avez pour la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter de frapper les parents, c'est quand même important. Ce sont ceux qui vous ont mis au monde. Et donc, je continue en ce qui concernait quand c'était les enfants de moins de 15 ans. Quand vous n'êtes pas l'ascendant de l'enfant, les coups et blessures liés à la privation d'aliments et de soins, vous en avez de 1 à 3 ans. Et quand il y a une incapacité de travail de plus de 20 jours, ou bien avec les circonstances aggravantes, donc le guet-apens sur la préméditation, vous en avez pour 2 à 5 ans. Et quand vous êtes l'ascendant, donc père et mère, quand il y a les coups et blessures, vous en avez de 2 à 5 ans. Quand il y a la maladie ou l'incapacité de travail avec préméditation et guet-apens, vous en avez, c'est la réclusion criminelle, vous en avez pour 10 à 20 ans. Et quand il y a la maladie, infirmité permanente, donc l'œil crevé et autres, vous en avez pour la réclusion criminelle à perpétuité. Donc c'est important, c'est pour ça que cette émission sur les coups et blessures volontaires est importante, dès lors que quand nous nous rendons dans les tribunaux, au tribunal correctionnel de Pointe-Noire, les infractions de coups et blessures volontaires arrivent en premier. Donc ça représente plus de la moitié, ça prouve à quel point nous sommes devenus méchants. Nous pouvons aller jusqu'à taper les autres sans faire attention. Donc c'était important d'en parler. Alors, parlons toujours des coups et blessures volontaires. Nous avons terminé ce volet des coups et blessures volontaires plus tôt. Nous allons revenir sur les homicides. Tout à l'heure, le président il a pris des exemples patents sur la circulation routière. Mais il arrive qu'on entende parler un chauffeur, on entend dire un chauffeur qu'il est assuré, donc il peut faire ce qu'il veut sur la voie, parce qu'il se cache derrière l'assurance en cas où il s'est mal comporté sur la voie. C'est une hérésie, monsieur de Montez. C'est une véritable hérésie. Non, mais l'assurance ne couvre que pour intervenir lorsqu'il faut dédommager les victimes. Oui. Dédommager les victimes, d'accord. Vous êtes assuré. Mais est-ce que le fait d'être assuré vous donne le droit de vous comporter en véritable voyou de la route? Non. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, et moi je l'ai fait quand j'étais procureur de la République, si vous occasionnez un accident, vous êtes sous l'influence de l'alcool, vous tuez comme ça 4-5 personnes après avoir brûlé des feux rouges, oui. Hein, déplacer comme vous voulez le faire, rouler à 100 à l'heure, et nous connaissons l'état de nos routes. Alors si vous roulez à 100 alors qu'il y a des crevasses, il faut adapter votre conduite à l'état de la route, et que quand même vous avez arrêté une personne, vous ne vous arrêtez pas, vous poussez votre route parce que vous voulez vous enfuir. Vous voyez ce comportement-là, mais ça peut vous amener à être privé de votre liberté. Donc, lorsqu'il y a mort d'homme, homicide involontaire, je vous ai dit que vous pouvez être condamné jusqu'à 5 ans. Donc ce n'est pas de l'amusement, il faut que les gens prennent conscience. Quand on est, comme j'ai dit, au volant d'un véhicule automobile, il faut savoir que cette voiture constitue un danger, d'abord pour vous-même, parce que vous pouvez également mourir. Hein? Oui, oui. Ouais, non, il n'y a pas que les usagers qui sont à bord, mais les pauvres citoyens qui sont autour de vous, qui sont en train de vaquer à leurs obligations quotidiennes, qui peuvent voir la vie est arrêté comme ça brutalement parce qu'ils ont eu affaire à un chauffeur complètement voyou qui n'a pas compris que le code de la route régit
tout le comportement des usagers, donc des uns des autres, sur les routes. Et que dites-vous des automobilistes qui traquent les véhicules à tombeau ouvert par excitation, par exemple, d'un client à bord ou d'un responsable? Ah oui, mais ça c'est une question importante, monsieur de Montet. Lorsque vous êtes à bord d'un véhicule, que vous incitez le chauffeur parce qu'il va arriver, il va rattraper son avion, il incite le conducteur à rouler vite, mais sachez que s'il occasionne un accident, parce qu'il vous a écouté, vous serez complice de l'accident qui va intervenir. Ah oui. Ah oui. Donc il ne faut pas prendre ces comportements-là avec légèreté. Il faut réfléchir par deux fois avant de pouvoir poser un acte. Et qu'est-ce que l'homicide et les coups et blessures par imprudence? Coups, blessures involontaires par imprudence, mais il n'y a pas les accidents de la route, hein. Il faut être complet. Vous pouvez être entrepreneur, vous employez par exemple un salarié, vous le faites travailler à 15 mètres du sol, c'est un peintre, il est en train de peindre des bâtiments, vous n'assurez pas sa protection, donc s'il fait un faux pas là-bas, qu'il tombe, vous, entrepreneur, vous serez poursuivi pour homicide involontaire s'il mourait, ou bien pour blessure involontaire s'il arrivait à ne subir que des blessures. Donc il n'y a pas que dans le cas de la situation, il y a également dans les cas des entreprises, même dans les cas de sortie d'élèves, vous êtes propriétaire d'un établissement privé, vous faites accompagner les enfants dans une sortie pour découvrir les gorges, par exemple, dans le Kouilou, et que là-bas, le maître ou la maîtresse ne surveille pas suffisamment les enfants, et qu'un véhicule puisse, comme ça, tuer deux enfants, mais les parents ne vont pas croiser les bras, ils vont vous poursuivre. C'est la responsabilité du propriétaire d'établissement et du maître qui accompagne les enfants. Donc, vous voyez que ça peut rentrer dans des palettes aussi variées et comporter donc des situations diverses. Le président du Foulé. Je voudrais quand même préciser le cadre, parce que tel que j'entends les questions. Donc, on parle d'homicide involontaire. Il y en a de deux sortes. C'est l'homicide involontaire qui est prévu par l'article 309 alinéa 4, c'est-à-dire que vous donnez des coups et des blessures. Vous causez la mort sans intention de la donner. Et de l'autre côté, vous donnez la mort par les faits qui sont involontaires. Donc ici, c'est ce que vous parlez de l'homicide par imprudence, c'est-à-dire que ça dépend de la faute. La faute qui peut être de la maladresse. Ok? La maladresse, c'est quoi? Ça peut, comme a dit le président, ça peut être le manque de précision, mais ça peut être aussi l'irrespect. Quand vous ne respectez pas les règles de l'art, vous construisez une maison qui s'effondre par la suite parce que vous avez mal construit, et là, vous avez la maladresse. Vous pouvez aussi avoir l'imprudence, l'inattention. Nous prenons l'exemple, c'est l'exemple d'un médecin qui, par erreur, vous prescrit, vous donne un produit qui est un poison. Et là, c'est par imprudence, négligence. Bien. Tout ceci, ça rentre dans le cadre de l'homicide involontaire. Donc, par imprudence. Mais il faut dire que l'article 319 et 320 ne parlent pas de la même chose. De l'autre côté, c'est l'homicide involontaire et c'est coups et blessures involontaires. Hein, dans le cadre de l'imprudence. Donc, pour rejoindre le président, j'ai voulu que ça soit un peu précis. Oui, c'est important parce qu'il n'y a pas que dans la circulation, parce que au sortir de cette émission, les gens vont croire que votre public va croire que les chauffeurs de taxi de bus sont... Non, même comme l'a dit le président Foulé, le médecin qui est chirurgien qui vient opérer une personne et qui oublie les ciseaux dans le ventre de la personne qui a été opérée. Et quand la personne rentre chez elle, elle sent des douleurs qui sont atroces, qui ne terminent pas. Et finalement, quand on se rend compte que non, il y a quelque chose de plus grave, on réopère, on découvre les ciseaux, ben, si la personne mourait, c'est un homicide involontaire. Ah oui. Ah oui. Homicide involontaire. Ah oui, c'est pas volontaire, mais c'est volontaire. Les sanctions ne sont pas les mêmes avec ce sont les mêmes, 319. Toujours. Toujours. Volontaire comme involontaire. Involontaire, oui. Donc coup et blessure involontaire, homicide involontaire, coup et blessure involontaire qui entraîne la mort, article 319. Coup et blessure involontaire qui n'occasionnent que des blessures, article 320. Ah oui. Voilà. Je voudrais revenir que tout ceci, l'attention dépend de l'incapacité totale du travail, qui est l'élément constitutif de cette infraction. Si l'incapacité de travail est supérieure à 6 jours, l'emprisonnement est de 15 jours à 2 ans.
avec amende. Oui. Si l'incapacité est inférieure à 6 jours, il s'agit d'une contravention de 3e classe, l'article 423 du Code pénal. 4e classe. 4e classe, oui, bien sûr. C'est un emprisonnement de maximum de 8 jours et d'une amende de 24 000. Enfin, ici, il faut encore revoir parce que 24 000 me semble que c'est... Aujourd'hui, c'est insignifiant. Largement, il faut relever. Il faut que les législateurs puissent relever toutes ces peines d'amende, bien sûr, pour que les gens commencent à faire beaucoup attention. Ah oui, parce que le code pénal est la vie. Je voulais également revenir sur dans ce que nous avons dit comme faute, ça pouvait également provenir de l'irrespect du règlement. Oui. Par exemple, vous êtes dans un véhicule, on vous dit d'occuper la droite, il y a une bande, la bande continue. La bande continue, donc vous devez rester à droite. Malheureusement, vous avez de l'autre côté et vous créez un accident, quelqu'un meurt. Effectivement, ça c'est une faute d'imprudence. Mais ça, on assiste à ça tous les jours sur la route Pointe-Nord de Lizy. Voilà. Oui, mais ils franchissent la ligne continue comme si cette ligne n'existait pas du tout. Ils doivent comprendre aujourd'hui, grâce à DRTV, que c'est interdit de franchir cette ligne continue. C'est donc l'infraction qui est liée à l'inobservation du règlement. Donc, voici toute la palette. Sur la route nationale numéro 1, la nationale numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville, il est écrit la route parle. Alors, je prends un exemple ici à Pointe-Noire. Nous sommes derrière le centre de transfusion sanguine. Il y a une nouvelle voie vers là où il y avait l'ex-Wari. Oui. Vous voyez cette voie, il n'y a aucune indication. Alors, qui est prioritaire, qui n'est pas prioritaire, personne ne sait. Mais quand vous passez dans ce cercle-là, il n'y a aucun panneau de signalisation. S'il survient un accident de circulation là-bas, à qui incombe la responsabilité? Parce que les chauffeurs se partagent parfois la raison là-bas. Aucun panneau de signalisation. À ce moment-là, si deux chauffeurs butent là-bas, que prévoit la loi? Non, mais le fait, M. de Montez, qu'il y ait... On ne va pas multiplier l'annonce des panneaux non plus. Le code de la route vous demande de tenir votre droite. Oui. Alors, si vous roulez à gauche, au lieu de tenir votre droite, et qu'un accident puisse venir, vous n'allez pas dire que non, c'est parce qu'il n'y avait pas un panneau. Non, mais vous êtes obligé déjà de tenir votre droite. Oui. Et ensuite, pour le reste, je crois qu'il y a des dépassements qu'on peut faire que lorsqu'on n'est pas capable, on a la vue suffisante pour aborder un dépassement. Il y a ces choses qui sont simples. Lorsqu'on a vraiment véritablement un permis de conduire, je crois qu'on ne peut pas être à l'origine de ce genre d'accident. Mais je crois que dans la ville de Pointe-Noire également, et les policiers le savent, et ils vont continuer d'ailleurs à faire leur travail parce qu'il y a beaucoup de conducteurs qui ont des faux permis. Je ne voulais pas faire la publicité d'une agence qu'on appelle Mawili. On appelle certains permis Mawili, c'est-à-dire que vous n'avez jamais passé le permis de conduire, on vous l'envoie par l'agence Mawili. Ce sont des choses qui sont connues les Congolais. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrête cette façon de faire parce que c'est la vie des citoyens qui est en danger. Oui. Alors, pour continuer notre émission, il y a une question. Vous êtes opérateur économique, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes spécialisé dans le bâtiment. Vous avez engagé des personnes qui travaillent pour votre compte sans avoir des outils appropriés pour exécuter dans les bonnes formes, dans les bonnes conditions de travail. Il arrive qu'il y ait un accident. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable, oui. Il faut que les entrepreneurs comprennent cela. Souvent, ils travaillent sans consulter les juristes, mais le droit est partout. Hein. Oui. C'est le président de Fouillou qui disait toujours, dans une conclusion, le droit c'est notre tasse de thé. Mais il faut que les entrepreneurs qui n'ont pas eu la chance d'apprendre le droit s'entourent des juristes pour éviter de tomber dans ces éléments-là. Parce que vous êtes entrepreneur, mais ça peut vous coûter cher si vous payez 4-5 travailleurs. Vous voyez un peu les jeunes travailleurs de 30 ans, mais les familles ne vont pas venir devant le tribunal pour s'amuser. Il faut dédommager les victimes dont la vie a été interrompue trop tôt. Donc vous devez avoir tout le matériel nécessaire pour faire travailler plutôt vos salariés. Et ces partenaires plutôt qui donnent de l'emploi, qui donnent du boulot à ces entrepreneurs-là, sans vérifier quand même la fiabilité des papiers. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une forme d'encouragement? Oui, mais je crois que le ministère du Commerce, normalement, devait être regardant dans tout ça. Oui. Vous avez même des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui n'ont aucun matériel, hein, oui, monsieur Le Filou, oui. Monsieur de Montez, qui vont louer du matériel. Et dans le même temps, vous avez des gens qui ont du matériel qui n'arrivent pas à voir les marchés. Donc vous voyez ce genre de situations qui sont déplorables. Donc déjà, il faut avoir le matériel. Il faut en plus assurer les travailleurs. Il y a une obligation de les affilier à la sécurité sociale. Et certains ne le font pas.
Donc vous comprenez que en fait, les gens... Sur ce point, c'est pas une question d'attaquer les entrepreneurs. Non, mais on attire la responsabilité. Vous savez, monsieur Desmontes, que vous pouvez être à la tête d'une affaire florissante, hein, mais parce que vous avez commis un certain nombre d'erreurs, vous pouvez demain vous retrouver débiteur des sommes de 400, 500 millions. Vous allez les trouver où? Ah oui. Oui, vous allez les trouver où? Je voulais dire que concernant la location, ce n'est pas interdit. Oui. Quelqu'un qui a les marchés et qui n'a pas de matériel, il peut aller louer, ça c'est pas... Il fait le mieux de l'avoir. Oui. Mais la crédibilité, comme dit M. Desmontes, attends, vous avez un entrepreneur qui lui-même n'a pas le matériel déjà nécessaire. Donc du coup, comme vous disiez, il n'aura pas tout le matériel nécessaire pour la protection, parce qu'il a eu certainement un compacteur pour faire passer les travaux sur la route, mais il n'aura pas le reste. Parce que c'est pas évident. Je crois que ces choses-là, il faut, et dans le même temps, je crois qu'il faut permettre aux Congolais qui réunissent les conditions d'obtenir ces marchés-là. Parce que je vois que lorsqu'on n'est pas un appel d'offres plutôt, mais ce sont ces conditions qu'on demande, non? C'est pas ça? Oui. Pour attribuer le marché. Donc, vous ne voulez pas dire que non, j'irai louer du matériel. À côté de M. Le Fouillé qui a tout le matériel, je préfère qu'on donne le marché. Le président a autre chose à ajouter. Mais je ne partage pas le point de vue du président. Heureusement, parce que pour moi, on peut être entrepreneur et faire la location de son matériel assuré. Là, n'est pas un problème. Oui. Simplement. Il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Non. Il y a des entreprises qui sont là que pour faire de la location. Et vous qui avez les marchés et qui avez du personnel, le compétent... À condition d'avoir tout le matériel. Non, le problème posé par M. Desmontes, c'est d'avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser les travaux en toute sécurité. Voilà le problème. Nous avons épongé, je crois, la liste de notre questionnaire. Mais pour la culture de l'émission, avant de se séparer, il y a toujours un mot qui revient aux deux invités. Nous commençons par le président Kitoko Ngoma. Oui, moi, ma conclusion ce jour, elle va être très simple. Je m'adresse aux téléspectateurs de DRTV, aux hommes et aux femmes, parce que j'ai commencé cette émission en disant que nous sommes devenus trop violents, excessivement violents, et il est important que nous fassions preuve de maturité, de sagesse, de tolérance aussi dans les quartiers, dans les entreprises, dans les marchés, et même dans la route. Hein, vous voyez, à la suite d'un accrochage de conducteurs qui se mettent après à se battre. C'est incompréhensible. Alors, donc, je crois qu'il faut se dire que tout ce que nous posons comme acte violent est reprimé par le code pénal et qu'on peut être privé de sa liberté. Il faut en faire attention. Président Bofilou, pour le compte de la PVDC, président de l'association pour la promotion et la vulgarisation du droit au Congo. On vous écoute. Merci. Je voulais simplement dire que comme je l'ai toujours dit, nous sommes en insécurité. D'un côté, il y a 25% des Congolais qui ne connaissent pas leurs droits. De l'autre côté, on a le tribalisme, la corruption, l'impunité, l'arbitraire. Ça fait que nous n'allons jamais nous développer tant que nous ne mettons pas au droit. Et c'est ainsi que je lance un appel à ceux qui décident, de façon que le droit soit à l'école, quelles que soient les séries, que ça soit seulement pas ceux qui vont au lycée technique, non. Que ce soit tous les Congolais, de la 6e en terminale, qu'on nous réserve du droit pour tout le monde. C'est en ce moment-là qu'on va assurément aller vers une société apaisée. Une société apaisée. Apaisée. Dixit Laurent-Édouard Lofilou pour le compte de la PVDC. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur DRTV, votre chaîne de proximité. Au revoir.